Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire, sans spoiler. Ok. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon compère Guillaume. Toujours là. Et puis, on est parti pour le chapitre, je sais même pas combien, 49, je pense, soit le 9e, non, même pas du tout. Je raconte des conneries, parce que j'ai pas du tout ouvert mes notes. Le 6e chapitre de John. Le 6e chapitre de John, ok. Je crois. Mais est-ce que c'est le chapitre 49? 48, je crois. 48. Non, même pas. Si, 48, t'as raison, Guillaume. Ouais, ok, bon, c'est parti pour le chapitre 48, du coup. Vas-y, emballe. Donc, dans ce chapitre, on retrouve John et les autres recrues de la garde de nuit lors de l'annonce des assignations de poste au sein de la garde de nuit. Samuel est heureux d'apprendre qu'il deviendra membre de la garde de nuit en même temps que ses amis, mais aussi d'apprendre qu'il sera l'assistant de Mess Raymond. Cependant, contre toute attente, John ne sera pas assigné comme patrouilleur, mais comme membre de l'intendance, afin de devenir l'assistant du Lord Commandant. Mais John, convaincu par Sam que tout ceci est le désir de Lord Mormont, afin de faire de lui son successeur, ira quand même prêter serment dans un bosquet sacré au-delà du mur. Cependant, à la fin de la cérémonie, Fantôme surgit de la forêt avec quelque chose entre ses crocs, une main. Merci Guillaume pour ce résumé. Donc on peut commencer enfin à parler de cet épisode. Enfin du chapitre plutôt, hein, dans cet épisode. Donc le chapitre débute à la garde de nuit, quand Samuel Tarly vint interrompre John dans son déjeuner pour lui annoncer que son entraînement était fini, qu'on l'avait convoqué comme ses camarades afin de prêter serment. Il aurait pour mission d'assister le maître Aemon, car celui-ci avait besoin d'un homme qui sache lire et écrire. Donc on voit que le plan de John a marché, hein. Ouais. Celui qu'il avait échafaudé au chapitre précédent pour soustraire Tarly à l'entraînement et surtout de Alistair Thorne et de Rast et tout là, la clique enfin pas des bâtards mais des enfoirés là. Oui, c'est sûr que bâtard maintenant ça c'est difficile d'insulter. On peut pas insulter les gens de bâtards dans cet univers sans sous-entendre. Et ouais, donc du coup John il avait invoqué donc ses qualités les qualités de lecteur et d'écrivain de Sam, en tout cas ses qualités d'érudit quoi. Et donc donc maintenant il sera au service de Mess Raymond. John et lui allèrent ensuite dans le septuaire afin de s'engager définitivement au sein de la garde, et y étaient présents tous les officiers supérieurs pour la cérémonie. Donc on avait le Lord Commandant de la garde de nuit, Jor Mormont, le Maître Aemon, le Maître d'armes, Alistair Thorne, ainsi que les commandants des 3 corps de la garde de nuit. Donc Guillaume, est-ce que tu peux rappeler quels sont ces 3 corps et leur rôle? Donc il y a les patrouilleurs, il y a les intendants et les ingénieurs, les bâtisseurs. Ouais, le génie, ouais. Bon, du coup, tu donnes pas leur rôle. Les rôles. Patrouilleur, c'est pour patrouiller. Le génie, c'est pour les ingénieurs. Et l'intendant, c'est pour les intendants. Non, je suis un bâtard. Patrouille, je pense que c'est tous ceux qui se chargent des missions à l'extérieur, au-delà du mur. Mm-hmm. Le génie, c'est pour entretenir le mur. Et l'intendance, c'est pour tout ce qui est administratif ou garantir la survie au niveau c'est de la gestion, quoi. Ouais. Donc pour les intendants, on avait le Lord Intendant qui était présent, du nom de Bowen Marsh. Pour le génie, Ossel Yarwick, qui est le bâtisseur en chef. Et pour les patrouilleurs, Sir Jeremy Riker, en l'absence de Benjen Stark, le chef des patrouilleurs. D'ailleurs, c'est assez surprenant que Jeremy Riker soit présent. Est-ce que tu te rappelles pourquoi, Guillaume? Non, j'ai totalement zappé ça. Parce que en fait, il avait été envoyé par Jor Mormont pour retrouver Benjen Stark. Ah. Et il l'a pas trouvé. Ouais, visiblement. On l'a pas retrouvé encore. Hein. Mais ouais, ça avait été dit dans un des chapitres précédents que donc on l'avait envoyé, mais ouais, on a dû revenir sans lui quoi. Jor Mormont leur prononce alors un discours assez grandiose, je trouve. Et franchement, tu l'écoutes, t'as envie de devenir un homme de la garde de nuit, t'es là, ouais, moi aussi. Non, franchement, moi je suis vacciné. Non, mais dans le sens, ok, bien sûr que t'as envie d'y aller, mais je veux dire, si t'y es et qu'on te sert un discours comme ça te redonne un peu de baume au cœur, tu vois. Tu te sens quand même assez courageux, assez noble en entendant. Moi, à partir du moment où il dit vous ne prendrez pas de femme, vous ne prendrez pas machin... Tu vois les choses d'un point de vue négatif. Ouais, par aussi. contre, quand il dit vos crimes seront effacés, vos dettes épongées, ça si t'as une grosse dette, ouais, c'est sûr. Tu dors mieux. Hein. Bon, en tout cas, Jor Mormont explique que qu'importe d'où ils viennent, ce soir,
Ce seront des hommes de la garde de nuit et ils auront une nouvelle famille chargée de veiller sur le mur. Toute leur vie d'avant serait effacée en échange de respecter leurs nouveaux engagements. En finissant son discours, il leur intime de bien réfléchir au vu qu'ils allaient prononcer le soir même, car la désertion est punie de peine de mort. Donc on a déjà vu des exemples d'exécution de membres déserteurs de la garde de nuit. Après, en même temps, je veux dire, il y en a certains qui n'ont pas trop le choix de venir à la garde de nuit, donc qui restent ou qui partent, au final, c'est la même chose. Hein. Et, enfin non, du coup, s'ils restent et qu'ils s'engagent, oui, ils seront en vie, certes, mais je veux dire, s'ils partent maintenant ou s'ils partent après... Ouais, il y en a, ils ont pas trop le choix, genre, quand ils disent « vous pouvez vous barrer, personne vous en voudra Oui, donc c'est faux, tu vois. Ouais, vite fait, quoi. Je sais pas trop j'avoue, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui vient à la garde de nuit parce qu'il a été envoyé par un jugement, par exemple. Bah, je pense qu'il va, à mon avis, qu'il doit répondre au jugement. Genre tous ces chefs d'accusation sont encore là et voilà, là, il faut qu'il réponde à ces jugements s'il part de la garde de nuit. Ouais. C'est pas genre on l'a oublié parce qu'il a fait un stage chez Alistair Thorne, tu vois. C'est pas un stage de récupération de points du permis, tu vois, c'est pas ça. Non mais tu sais, ça me fait penser au moment où John il avait un peu il s'était un peu baladé vers le sud, quoi. Il était parti du mur. Je sais plus, je crois que c'était pour une balade ou quelque chose comme ça. Ouais, mais il avait dit que lui pour dans son cas à lui, personne lui en voudrait, ouais. Mais que c'était pas, enfin après c'était sous-entendu que c'était pas le cas de tout le monde. Ouais, bon, après c'est facile de lui retrouver les membres de la garde de nuit, hein, parce que on sait qu'ils portent des habits noirs. Donc dès que tu t'arrives, je veux dire, bon, ils sont au nord de Westeros, mais dès que t'approches de Winterfell et qu'on te voit avec des habits noirs, on sait que voilà, c'est pas net. À moins que t'arrives à échanger d'habits très rapidement. Ouais, parce que tu peux pas te balader à poil dans le nord, à mon avis. Hein. John, lui, souhaite prêter ses vœux devant les anciens dieux et non au septuaire. Alors, Jérôme Mormont l'envoie au-delà du mur, dans la forêt hantée, afin qu'il puisse trouver des barrales et qui sait, les anciens dieux, avec leurs faces sculptées dans les arbres-cœurs par les enfants de la forêt. De façon inattendue, Samuel Tarly demande aussi à prêter ses vœux devant les anciens dieux, car pour lui, les Sept n'ont jamais été présents, alors pourquoi pas les dieux des premiers hommes. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose juste avant qu'on parle de ça, mais du coup, on a depuis le début en fait de la saga, on nous parle des Sept, mais jamais on les a cités pour l'instant. Ouais, c'est vrai qu'on les a jamais cités encore. Non, on sait qu'il y a 7 dieux, mais après, ça se trouve ils sont pas nommés, ça se trouve ils sont pas, c'est des entités où, enfin c'est un chiffre 7, voilà, c'est quelque chose de, je sais pas, d'assez. Mais normalement ils ont un nom si c'est inspiré genre de la chrétienté avec la Sainte Trinité, tu vois, ils ont un nom genre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais c'est vrai que on parle des 7, ouais, mais on n'a pas eu beaucoup plus d'explications que ça, en tout cas sur la religion des Sept. Hein. Sur la religion des anciens dieux, on a eu quand même, qu'on a eu quand même quelques récits, on a quand même une certaine mythologie. Sur la religion des Sept, on sait juste que ça vient des Andales, et point, quoi. Mais du coup, oui, parlons de Sam. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Guillaume, de cette injonction de Sam? Je pense qu'en fait, il a tellement douillé dans le sud au sein de sa famille. Il a eu une vie de merde. Et je sais pas, j'ai l'impression c'est un peu pour je sais pas, j'ai un peu l'impression que c'est juste pour passer un peu son serment avec John. Ah ouais? Tu penses que c'est vraiment ouais, OK. Que c'est vraiment pour suivre John? Ou c'est un peu aussi pour je sais pas, pour créer une situation d'ironie par rapport à, tu vois, ça fait de l'ironie un peu, je sais pas. Parce qu'ils ont l'air assez tous choqués en entendant qui répudie en fait les dieux de sa famille, c'est-à-dire quelque chose d'important quand même, la succession familiale, je sais pas, les liens du sang, etc. Et donc ça paraît quand même quelque chose d'assez, d'assez marquant en fait. Ouais. Moi j'ai l'impression que c'est juste. Moi j'ai l'impression plus qu'il fait table rase en fait de son passé, quoi. Ouais, clairement, oui, c'est ça. Genre il a dû renoncer à tout l'héritage de sa famille et il renonce aux 7 aussi en même temps. Bah après, je pense pas non plus que la religion des anciens dieux et tout, ça lui importe plus que ça. Hein. Non, je pense qu'il s'en bat les couilles. Oui, clairement. Et oui, je pense pas que c'est un homme pieux qui va ensuite prier les enfants de la forêt, les anciens dieux, du coup. C'est l'heure d'attribuer à chaque homme un corps de garde. Bon, du coup, vous avez qu'à relire le chapitre pour savoir où tout le monde va. On fait pas un podcast de paraphrase, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que Jérôme Mormont a envoyé John à l'intendance. Enfin, c'est pas tout ce qu'il faut savoir. Il faut lire le chapitre pour savoir où va tout le monde, mais
Là, actuellement, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et oui, onde de choc pour les Jon Snow. À l'intendance, comment ça, ouais. Choqué, déçu. Et sa colère monte encore plus lorsqu'il vit Alistair Thorne sourire. Donc voilà, tu vois, tu sens que le gars essaye de le titiller encore plus pour faire monter la flamme, quoi. Mais chaud. Jon, à l'intendance, au moment où il a entendu ça, il a dû avoir une mini crise cardiaque, hein. Ouais. Depuis tout petit, il rêvait de l'intendance et non, des patrouilleurs, du coup. Ouais. Du coup, il se retrouve. Et visiblement, il y a pas l'impression qu'il y a une passerelle de filière. Tu peux pas changer de filière, j'ai l'impression. Oui, je pense que t'as raison. Il y a pas de passe-bras entre des filières, hein, au final. Jon se retrouve donc avec Sam et Darion, qui avaient aussi été envoyés à l'intendance. Le Lord Intendant Bowen Marsh confirma que Sam devait seconder le Maître Aemon, et il remplacera Chet, qui occupait auparavant ce poste. Donc ça, on l'avait déjà vu, hein. On a vu que Maître Aemon, il était secondé par 2 hommes. Tu te rappelles leur nom? Il y a Clydas ou Clydas, je sais pas. Et je me souviens pas de l'autre. Du coup, je me citais Chet. Donc du coup, ouais, Sam y remplace Chet. Daréon, lui, partira pour Fort-le-Vent, car grâce à ses qualités de chanteur, il pourra peut-être aider aux négociations pour les vivres de la garde de nuit. Donc on le rappelle, Fort-le-Vent, c'est un des 3 châteaux sur les 19 ou 20, je crois 19, qui sont encore occupés par la garde de nuit, et c'est celui qui se trouve le plus à l'est. Ouais. Enfin, Bowen Marsh informa Jon qu'il seconderait Jeor Mormont personnellement. C'est le Lord Commandant qui l'avait expressément requis. Et ça, c'est pas du tout au goût de Jon, et c'était parce qu'il avait imaginé en rentrant dans la garde de nuit, et il s'en retrouve extrêmement déçu, au-delà de sa colère noire. Lui voulait entrer chez les patrouilleurs et non être l'aide du Lord Commandant. Bon, on peut le comprendre, hein. Ce n'était pas juste, il était le meilleur escrimeur et cavalier de la garde de nuit, ce à quoi Daréon lui répond, de manière assez acerbe, qu'il n'y a pas que pour lui que la vie a été injuste. Donc Guillaume, est-ce que tu te rappelles de l'histoire de Daréon? Ah oui, il a ken la fille d'un grand seigneur ou un truc comme ça. Voilà, exactement. En gros, elle l'a invité dans sa chambre, et puis je crois que quand son père les retrouva les deux dans le lit, la fille a crié au viol, alors que pas du tout. Ah, le malaise. Et du coup, c'est pour ça qu'il a été envoyé à la garde de nuit. Donc forcément, pour lui aussi, c'était assez injuste. C'est pour ça qu'il a répondu de cette manière à Jon. Et il a raison, hein, parce que, et je vais le dire par la suite, mais en fait, ça me fait penser à ce que Donald Noyle a dit à Jon lors de ses premiers jours, quand il lui a dit que ses camarades ne le détestaient pas parce qu'il était meilleur qu'eux, mais parce qu'il se pensait meilleur qu'eux. Et c'est exactement ce qui se passe là. C'est-à-dire que pour Jon, oui, bah, c'est totalement juste parce qu'il est le meilleur, parce que, etc. Mais pour tout le monde, la vie, ça a été dur, quoi. Il y a pas que pour lui. T'as l'impression que Jon, parfois, il est assez égoïste, quoi. Ouais, enfin, on dirait qu'il fait des cacas nerveux, mais enfin, honnêtement, je le comprends, tu vois, comment pas choper le seum. Non, mais en fait, je comprends, mais c'est plus dans le sens et tout où, quand, du point de vue de ses camarades de la garde de nuit, il va se dire que pour nous, la vie, elle a été tout le temps injuste, alors que pour toi, tout est tombé dans la bouche, quoi. Alors que c'est faux, on sait que Jon a une vie assez difficile, mais en vérité, comparé à eux, c'est pas le même niveau d'injustice, on va dire ça comme ça. Ouais, bah, ça c'est les problèmes de riches, qu'on va dire. Ouais. Non, mais je pense que c'est ça. Daréon, il va dire vraiment, ouais, c'était ça un problème de riche. Enfin, je veux dire, c'est toi qui as choisi de venir à la garde de nuit, maintenant, assume. Mais viens pas ici en te prétendant meilleur que les autres, en voulant devenir directement le chef des patrouilleurs, etc., quoi. C'est plus ça qu'il doit se dire, en vérité, je pense. Ouais. Mais Sam a un avis contraire à Jon. Pour lui, ce poste est une bonne chose. En effet, si Jon est l'aide de Jeor Mormont, cela voudra aussi dire qu'il sera son écuyer, qu'il assistera aux réunions, qu'il sera son secrétaire privé, bref, que le Lord Commandant prépare Jon à le remplacer un jour. Il fait d'ailleurs un parallèle avec la situation qu'il avait avec son père, Randyll Tarly, et comment il a été remplacé par son frère Dickon Tarly quand son père l'a jugé inapte à le remplacer. Les paroles de Sam rassurèrent alors Jon. Et du coup, ça rassure aussi le lecteur, hein. Du coup, c'est un peu plus compréhensible. Enfin, si Sam a raison, c'est un peu plus compréhensible. Bah, à partir du moment où c'est Jeor Mormont qui
qui décide de lui-même. Enfin, on le connaît pas très très bien, mais on se doute que c'est quelqu'un de plus on pense que c'est un bon commandant, quoi. On se doute qu'il a une idée derrière la tête, que c'est pas, qu'il va pas prendre le meilleur élément en termes de combat et de chevalerie. Il va pas le foutre à l'intendance pour rien. Ouais. Alors que si on avait su que c'était genre Alistair Thorne qui avait magouillé derrière, là, on peut se dire ouais. Il y a Anguille sous roche. Enfin, je vois mal Gérard Mormont prendre Jon juste parce qu'Alistair Thorne l'a dit, lui je veux le faire chier, quoi. Enfin, c'est pas un gamin non plus. Bah, du coup, c'est plutôt Alistair Thorne, en fait, qui s'est fourvoyé quand il a rigolé à l'annonce que Jon allait... Ouais, et je pense que c'est Alistair Thorne qui a pas compris que genre Mormont avait des plans plus grands que ça, quoi. Mais après, bon, ça paraît quand même assez bizarre, parce que faut pas oublier que Jon là, il a 14 ans, quoi. Je veux dire, ok, d'accord, ça va devenir des hommes de la garde de nuit, mais il est encore très jeune. Après, tu me diras, peut-être que Gérard Mormont veut le former dès le plus jeune âge. Soit il y a ça, et je me demande si c'est pas Maestre Raymond qui allait voir Gérard Mormont pour lui dire, je lui ai parlé la dernière fois, tu sais, il lui avait dit, ton esprit est aussi vif que aussi vif que ton épée ou un truc comme ça, qu'il serait pas allé le voir lui dire, ce petit-là, il est prometteur. Le soir tombé, il s'apprête alors à se mettre en chemin pour la forêt hantée. On découvre alors comment la garde de nuit se rend au-delà du mur. Donc en fait, il y a un tunnel qui est creusé à même la glace et qui est barré de 3 grilles de fer cadenassées. Et donc on rappelle un peu comment, je veux dire la géographie, la morphologie du mur. C'est un mur de je sais plus combien de 200 mètres, on avait calculé. Voilà. C'est ça. Au sud du mur, juste au sud du mur, il y a les châteaux, en fait, de la garde de nuit. Donc, on l'a dit, il y en avait 19 ou 20. Je sais plus le nombre exact, excusez-moi, mais je crois qu'il y en a 19. Au centre, il y a Château Noir. Et ils sont tous disposés, voilà, à même le mur, hein. Le plus à l'est, c'est Feur-le-Vent. Le plus à l'ouest, c'est Tour-Ombreuse. Et il y a que ces 3-là qui sont occupés sur les 19. Ensuite, parfois, les membres de la garde de nuit vont au-dessus du mur pour surveiller en fait les environs, pour sonner l'alarme au cas où des sauvageons ou je sais pas trop les sauvageons ou les autres ou les marcheurs blancs qu'on a vus dans le prélude viennent. Et voilà, donc là, mais on savait pas trop comment ils allaient, ils seraient au-delà du mur. Donc là on le découvre hier. Sûrement il y a plusieurs tunnels, hein, parce que je me doutais qu'ils allaient pas se jeter depuis le haut du mur, tu vois. Non, mais ça se trouve il y avait un escalier, tu sais, qui partait de l'autre côté. Mais ça semblerait assez étrange, non. Ça donnerait d'entre sauvageons. Stratégiquement, c'est de la merde, ça. Ouais. Bah du coup il doit y avoir aussi plusieurs tunnels, hein. Parce que on se doute bien que si on veut aller au-delà du mur, ils doivent pas tous se retrouver au même endroit, quoi. En vrai, à mon avis, je sais pas, je me dis, ça se trouve, il y a des tunnels au niveau des endroits non surveillés, et que, bon, après, il faut trouver un moyen de défoncer les herses en truc blindé, là, mais donc c'est pas sûr, je pense, à mon avis, il y a des endroits pas surveillés où il y a moyen de rentrer, hein. Peut-être, hein. Mais il faudrait vraiment défoncer des herses, j'imagine des herses blindées, tu vois. Bah, on l'a vu, là, avec trois grilles de fer cadenassées. Ouais. Après, c'est possible, hein. Je veux dire, si t'as le temps, si t'as la puissance, c'est pas ça qui va t'arrêter, mais... Et comme on sait que la garde de nuit est en sous-effectif, donc sûrement qu'il doit y avoir des endroits moins surveillés que d'autres. Fantôme accompagnait Jon prêter ses vœux. Et lorsqu'ils traversèrent le mur et entrèrent dans la forêt hantée, on a une description de celle-ci. Donc pareil, si vous voulez la description précise, relisez les chapitres. Mais grosso modo, ça ressemble au bois au loup, mais en plus inquiétant parce que c'est un terrain plus sauvage, quoi. C'est ça. Ils arrivèrent à destination au niveau d'une clairière où se trouvaient 9 barrales sculptées d'une face. Alors déjà que dans le bois au loup, on n'en trouvait que par groupe de 2 ou 3 maximum, mais pas plus. En plus, eux, ils étaient tous sculptés d'une face. On voit que la forêt hantée, c'est quand même un territoire qui est assez sauvage, quoi. Dans le sens où il n'y a pas eu la main de l'homme pour venir la dénaturer. Ouais, il y a eu... En tout cas, on sait qu'il n'y a pas eu les humains pour venir découper tous les barrales au-delà du mur, quoi. Ouais. Contrairement au sud de Westeros, on sait qu'ils ont tous été abattus. Ouais. Donc sûrement que les sauvageons... ça doit pas être des andales, ou en tout cas ils doivent respecter quand même ces arbres pour ne pas les avoir coupés. Ouais. S'agenouillant devant les anciens dieux, Sam et Jon prononcent ensuite leurs vœux. Ils n'étaient à présent plus des enfants, mais des hommes de la garde de nuit. Tous les hommes présents autour d'eux les félicitèrent,
sauve un vieux forestier du nom de Daiwen. C'est à ce moment-là que Fantôme revient près du groupe et il avait dans sa gueule quelque chose de noir, on remarqua, et lorsqu'il s'approcha, le vieux Daiwen y découvrit une main. Donc choquant. Waouh. Est-ce que c'est la main de Benjen? Est-ce que c'est... Ah putain, Benjen, ça fait longtemps qu'elle a disparu. D'ailleurs, j'avais pensé à ça en écrivant mes notes, mais quand on présentait Ocel Yarwick, on disait qu'il était... Non, pardon, quand on présentait Jeremy Riker en remplaçant du chef des patrouilleurs, mais combien de temps il compte ne pas le remplacer, Benjen Stark, là, parce que ça fait longtemps qu'il a disparu quand même. Donc et je suppose que ça doit arriver fréquemment, des disparitions à la garde de nuit. Donc ouais, enfin ils se disent il faut qu'on trouve un cadavre absolument, ou normalement je sais pas, c'est comme quand le prof il arrive pas avant un cours, tu vois, au bout de 20 minutes tu pars, tu vois, tu pars. Tu vois, ça doit faire, je sais pas, franchement ça doit faire bien. Non, enfin, on n'a pas de notion de temps, en fait, c'est dommage. Mais je pense que ça va faire bien 6 mois, qu'il a disparu. Peut-être entre 3 et 6 mois, quelque chose comme ça. Mais, en tout cas, ça fait assez longtemps, et ils l'ont toujours pas remplacé, donc, je me demande ce qu'ils attendent, en fait. Peut-être, t'as raison, ils attendent de retrouver un cadavre. Ouais, mais c'est long, hein. Ouais. Non, là, c'est long. Et du coup, une main noire. Donc, du coup, ça fait penser qu'elle a été brûlée, peut-être. Soit brûlée ou soit nécrosée. Ou ouais, de toute façon je pense que quand une main elle traîne comme ça elle est vite noire, mais en fait dans ma tête j'étais là en mode t'as une manche noire, et je me suis dit que tu vois genre, que c'est peut-être quelque chose qui recouvre. Ouais, mais c'est possible que ce soit une main brûlée ou nécrosée ou ce que tu veux, hein. Dans ce cas, il y a un cadavre près de... Après, bon, on ne sait pas plus, hein, ça peut être un cadavre de tout le monde. Donc, ça peut être un sauvageon ou un membre de la garde de nuit. Ouais, on sait qu'il y a beaucoup de membres de la garde de nuit qui ont disparu récemment. Mais bon, on n'en sait pas plus que ça. Mais intriguant quand même. Ouais. Bon, ben voilà, on en a fini avec ce chapitre. On espère qu'il vous a plu, on espère que vous avez aimé nous écouter. Vous pouvez continuer l'aventure avec nous sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous appréciez notre travail, vous pouvez nous... je sais pas, noter ou mettre des commentaires sur Apple Podcast. À la prochaine. À la prochaine.